Voilà. C'est bien, on est international, on est vraiment international. C'est bien, c'est bien. Oui, c'est très bien. Bien. On a aussi dans plusieurs groupes, on a travaillé sur des cartes de l'Europe et on a fait en fait des cartes, certains ont fait des cartes personnelles. Merci. Alors merci d'abord pour tout le travail qui a été fait, parce que je sais que ça a dû demander des débats, et je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Alors, je voudrais d'abord revenir sur la question de la prostitution. C'est ce qu'on appelle le trafic d'êtres humains. C'est le terme qui est utilisé. C'est important parce que c'est un vrai trafic. Alors, je crois que vraiment ce qui est important, c'est de ne pas pénaliser les femmes qui se prostituent, parce qu'elles sont des victimes. Et vraiment, les lois que l'on peut faire, c'est bien, puisque nous sommes dans un problème de trafic d'êtres humains, c'est sanctionner les trafiquants. Et donc là où il faut taper, c'est sur les personnes qui ont un bénéfice du fait de mettre des femmes dans cette situation. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais même en France, il y a eu un débat très important sur cette question de la prostitution. Et il y a une loi actuellement qui va pénaliser les personnes qui vont justement aller voir des prostituées. Pas seulement des proxénètes, mais aussi des personnes qui vont aller... C'est un débat compliqué, mais en tout cas, ma vision, c'est ce que je vous dis. Pour moi, la prostitution, c'est une question, et c'est la position de l'Union européenne, un trafic d'êtres humains, et que ça, ce n'est pas acceptable. Les êtres humains ne sont pas des marchandises. On ne doit pas pouvoir avoir de l'argent du fait d'avoir des relations humaines ou sexuelles. Et voilà, donc ça, c'est vraiment ma première position. Il faut savoir quand même, tout à l'heure, quelqu'un a dit, l'Europe, ça doit être des droits. Il faut savoir que l'Europe, l'Union européenne, dans le monde, parce que maintenant, vous savez, on est obligé, quand on réfléchit, de regarder un peu ce qui se passe en Amérique, en Chine. On a toujours maintenant, nous sommes sur une planète où tout bouge, les relations, les informations. Et vraiment, il faut avoir en tête que l'Union européenne, concernant les droits, c'est une région qui est la plus en avance. Il faut vraiment le dire. On a une charte des droits humains. Et on a un socle de droits très très important et qui est vraiment très en avance et beaucoup nous l'envient vraiment. Quand on discute avec, j'aurai l'occasion de dire plus tard avec qui je travaille, mais on a des relations avec tous les pays du monde et vraiment beaucoup de pays nous disent vous avez vraiment un socle qui nous envie. Maintenant, un droit ne suffit pas. C'est quelque chose de théorique. Tout l'enjeu, tout le travail qu'on doit faire, c'est à partir du droit, comment on fait pour que ça devienne effectif, que ce droit soit une réalité. Et là, ça devient plus compliqué. Et c'est ce travail que l'on doit faire en tant que parlementaire, c'est arriver à faire en sorte qu'au-delà des droits qui sont vraiment, on a, je vous dis, la charte des droits humains qui est vraiment qui est un très bon socle, arriver à faire en sorte que cela soit effectif, que vraiment ces droits vivent. Au-delà de la prostitution, beaucoup d'entre vous ont parlé de la question de l'humain. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi l'enjeu, c'est la question des droits sociaux. L'humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il puisse avoir des droits, qu'il puisse avoir une vie décente. L'enjeu, aujourd'hui, c'est ça. C'est comment faire en sorte que chaque citoyen de l'Union européenne, et peut-être au-delà, mais déjà on peut commencer au niveau de l'Union européenne, puisse avoir une vie décente. Et ça n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que beaucoup de citoyens nous disent, oui, mais alors l'Europe, regardez, on a encore des pauvres, etc. Et... je vous l'ai dit tout à l'heure, les droits sociaux ne font pas partie des compétences. C'est-à-dire que nous, ce n'est pas au niveau de l'Union européenne qu'on fait des lois là-dessus. Chaque État le fait. Et je pense qu'on doit réformer. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut vraiment qu'on fasse un travail de refondation de l'Union européenne et qu'il y ait des nouvelles compétences. C'est-à-dire que l'Union européenne doit maintenant avoir un socle, un pacte social pour qu'il y ait des droits sociaux et que les pays soient obligés de les appliquer. Il faudrait que tout humain... Il faut quand même savoir que... On a parlé tout à l'heure du fait que il y a sur la planète, l'Europe finalement c'est pas très grand quand on regarde. Mais c'est quand même la région ou les pays ou la zone qui est la plus riche, une des plus riches du monde. Donc ça veut dire que... Et là où ça devient assez incroyable, alors que nous sommes une région riche, nous ne sommes pas en capacité aujourd'hui de permettre à chaque citoyen d'avoir une vie décente. Et ça, c'est une faute. Et vraiment, c'est quelque chose sur lequel on doit avancer. Ça devient primordial. Sinon, les citoyens ne vont pas nous suivre. Donc moi, je suis pour le fait que l'on ait un pacte social. On travaille avec les syndicats. Il y a une confédération européenne des syndicats. On travaille aussi, bien sûr, avec les entrepreneurs. Mais c'est très compliqué. Pourquoi? Si on regarde, par exemple... l'endettement, ce qui s'est passé, il y a des pays qui ont été endettés. Qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils sont endettés? Vous avez donc
la Banque européenne qui vient les voir, vous avez le FMI, vous avez... Et ce qu'on leur demande, c'est d'avoir un budget équilibré. Vous avez peut-être entendu parler du fait qu'il n'y ait pas plus de 3% de déficit. Et lorsqu'ils veulent arriver à avoir moins de 3% du déficit de leur budget, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent justement dans les services publics et les droits et la protection sociale. Un pays comme la France, il faut savoir que le budget, vous avez dit tout à l'heure, je venais de la Sécu, le budget de la sécurité sociale est plus important que le budget de l'État. Donc, quand on veut faire des budgets équilibrés, alors on est obligé d'aller voir qu'est-ce qui se passe du côté du budget. Mais c'est des choix que l'on doit faire. Et moi, je suis tout à fait d'accord. L'idée que l'humain doit être au centre de nos projets et de nos positions et de nos programmes politiques, c'est très important. Et il y a une bataille à faire contre la finance, ça c'est clair. Alors d'abord vous dire que je suis très heureuse de cette université populaire. Je trouve que c'est une vraie réussite, c'est vraiment très intéressant et je pense que c'est des moments comme ça, c'est ces moments-là où les citoyens justement se reprennent en main. Et ce que vous disiez sur le fait qu'il faut que les peuples reprennent en main, et l'Europe, ça doit être une Europe des peuples. Et trop souvent les citoyens se détournent de l'Europe. Alors c'est vrai que c'est une organisation complexe, mais je crois que c'est vraiment, et donc chapeau, et je trouve que c'est vraiment très important. Alors, je vais répondre à 2-3 questions, pas à toutes parce qu'il y en a énormément. On me demande quel est le travail du Parlement européen. Alors le Parlement européen, c'est comme les parlements nationaux, leur travail c'est de faire des lois, on appelle le pouvoir législatif. Alors, il faut savoir que justement, un des soucis, un des obstacles qu'on a pour faire avancer les choses, c'est que nous n'avons pas, ce que j'ai appelé tout à l'heure les compétences, c'est que nous n'avons pas la possibilité de faire des lois dans tous les domaines. Alors, dans certains domaines comme l'agriculture, c'est possible. Par exemple, vous aviez parlé, quelqu'un tout à l'heure avait parlé du problème du lait. Ce que je voudrais dire, c'est que une des difficultés qu'on a, c'est pas forcément facile à comprendre, mais je veux que vous l'ayez compris parce que c'est important. Un des obstacles, après je parlerai des projets, mais un des obstacles, un des freins aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un fonctionnement intergouvernemental. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans la codécision. Une loi, par exemple, on va parler de l'agriculture. D'abord, elle est débattue au Parlement européen, dans la commission agriculture. Il y a une commission agriculture. Ensuite, en plénière. Cette loi, ensuite, elle va devant le Conseil. Le Conseil, c'est les représentants des États membres. C'est soit les ministres, soit carrément les chefs d'État. Et eux, à nouveau, négocient sur ce qu'on avait appelé une directive ou un rapport. Et donc, nous avons déjà une bataille entre les positions du Conseil. Il faut savoir que la majorité des chefs d'État sont à droite. On a parlé tout à l'heure de la position des partis politiques. Mais le Parlement européen lui-même, à majorité, est à droite. Donc, cette bataille, en fait, arrive ensuite à une directive, c'est-à-dire une loi qui devient obligatoire pour tous les États membres. Un des soucis qu'on a, c'est que le Conseil fonctionne en intergouvernemental. Ça a été dit tout à l'heure par madame. Le souci que l'on a, c'est qu'on n'a pas de capitaine. On n'a pas quelqu'un qui à un moment dit l'objectif que l'on recherche, c'est ça. Vous avez des États membres, par exemple, sur la question du budget. Chaque État membre arrive, chaque chef d'État, et dit moi, je veux mettre le moins possible, mais par contre, je veux retirer le maximum. Et donc, toutes les discussions de ce fonctionnement intergouvernemental, c'est-à-dire chaque État décide de son point de vue, fait qu'on a toujours ce qu'on appelle le moins-disant. On arrive toujours à des positions très peu ambitieuses, parce que chacun veut mettre le moins et retirer le maximum. Et ça ne peut plus aller. Et c'est pour ça qu'un des objectifs que je porte avec d'autres, c'est pour ça qu'on veut plus d'Europe, c'est ce qu'a dit madame, et je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à l'équivalent d'un gouvernement et avec un chef, au moins un ministre de l'économie et des finances, qui permettent de prendre vraiment des lois et des positions fortes avec un cap. On l'a parlé tout à l'heure, mais pourquoi on est ensemble en Europe, etc. On perd ce cap, cette volonté d'arriver à une Europe solidaire, fraternelle, etc. Parce qu'on est dans ce fonctionnement intergouvernemental, il faut l'avoir en tête. Je ne sais pas si j'ai été claire, si vous l'avez compris, mais c'est vraiment une donnée importante. Donc plus d'Europe, certainement. Moi je suis fédéraliste, je pense qu'il faut qu'on avance. Par contre, et j'entends beaucoup de citoyens qui nous disent, on ne comprend pas.
nous sommes à 28 et on va encore avoir de nouveaux États, alors qu'on n'a pas consolidé notre fonctionnement. Donc dans ma position, mais je ne suis pas la seule, je suis dans un groupe qui s'appelle le groupe Spinelli, c'est des eurodéputés de tous les partis politiques, où on a un travail et des propositions constitutionnelles, un nouveau traité, pour qu'il y ait d'une part plus de compétences du Parlement. Je vous ai dit, on n'a pas des compétences, des possibilités de voter des lois dans tous les domaines, avec l'idée notamment peut-être de repartir autour de la zone euro, puisque les 28 pays de l'Union européenne n'ont pas tous la même monnaie. C'est 17, bientôt 18 pays qui ont la monnaie commune. Et donc, alors on arrive au Parlement, on vote sur des budgets, sur des questions financières, et des eurosceptiques, comme on les appelle, en particulier les Anglais pour ne pas les nommer, eux, ça ne les intéresse pas, ils font tout pour casser. On ne peut plus, donc il y a un dysfonctionnement. Donc dans la vision que j'ai, ça serait, dans les propositions, ça serait d'avoir un premier noyau avec tous les représentants des pays de l'eurozone, avec l'équivalent d'un ministre de l'économie, des finances, et qui fasse aussi travail fiscal. En tout cas, un capitaine, je préfère le mot capitaine que chef, mais c'est-à-dire quelqu'un qui donne le cap et qui maintient le cap. Je pense que si on ne fait pas ça, on va avoir des soucis parce qu'on dysfonctionne, ça ne fonctionne pas bien aujourd'hui. Et puis après, ça n'empêchera pas que les 28 pays auront un certain nombre de lois communes. Je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple, avec la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, mais elle a énormément de lois communes qui lui permettent de profiter d'un certain nombre d'avantages liés au fait qu'on soit européen. Donc ça, c'est une première chose que je voudrais dire. Je voudrais revenir sur le risque que l'on a, que l'extrême droite, parce qu'elle est populaire, parce qu'elle donne quelques slogans, elle risque de faire un score important. C'est vraiment un risque. Il faut savoir que, par exemple, pour ce qui concerne la France, les 3 députés qui sont du Front National, pour ne pas le nommer, ne font pas leur boulot. Je veux dire, on ne peut pas venir à l'Europe prendre les sous parce qu'on est député et ne pas faire le boulot. Madame Le Pen, je ne la vois pas dans les commissions, elle est nulle part, elle ne fait pas son travail de parlementaire. Donc c'est facile de taper, mais au moment où il faut voter et travailler pour faire des propositions, dont je vais vous en parler de quelques-unes, elle n'est pas là. Donc c'est un risque, et je crois qu'être absent lors du vote serait dramatique parce que ça serait laisser la porte à ceux qui ne croient pas à l'Europe et qui risquent de nous emmener avec des choses assez graves et repartir sur des nationalismes forts et une confrontation. Tout le monde l'a dit, on l'a oublié, mais un acquis fondamental de l'Union européenne, c'est la paix, c'est sortir. Et c'est pour ça que l'Europe, les fondateurs l'ont créée, pour ne plus avoir de guerre. Ça a été dit tout à l'heure, très bien. Alors parmi les choses importantes qui ont été... tout le monde m'a dit, enfin j'ai entendu, vous me demandiez qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que peut faire l'Europe pour les petites gens. Alors je vais vous donner des choses concrètes. Il y a un programme de distribution de la nourriture par l'intermédiaire des banques alimentaires. Donc, pour les 7 prochaines années, donc 2014-2020, il y aura 3,5 milliards d'euros qui seront mis à la disposition des États membres pour permettre à des millions de personnes de manger à leur faim. Ça c'est un acquis et je vais vous le dire. Comment ? Mais bon, ensuite, le Fonds social européen, qui est un outil très important, et plus globalement, les fonds structurels. Après, je reviendrai vers vous, monsieur. Les fonds structurels européens, ce sont des fonds qui ont pour objectif de répondre justement aux questions sociales en particulier. Pour les 7 prochaines années, le Fonds social européen, lui seul, c'est 5,9 milliards pour la France uniquement. Donc après, chaque État membre à lui de mettre en place des politiques qui permettent, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'accessibilité aux droits. Et alors il y a une donnée très importante, c'est que il y a une nouveauté, c'est qu'en France, ces fonds sociaux européens, je vous ai dit, c'est pas rien, 5,9 milliards pour les 7 années pour la France, maintenant vont être gérés par les régions. On a parlé du lien entre l'Europe et les régions. Auparavant, c'était l'État centralisateur qui donnait l'allocation, et là, les élus régionaux vont jouer un rôle fondamental de financement alloué par le Fonds social européen. Et il y a aussi le Fonds social européen de développement régional, et la France va bénéficier de 8,4 milliards d'euros pour les 7 années à venir. Donc ce n'est pas des petites sommes. Hein. Après, il y a les politiques à mettre en place cohérentes. Et un dernier point, et pour parler justement du risque des populistes,
vous savez peut-être, mais il y a un problème de sans-abri. En Europe, il y a une stratégie qui a été votée cette semaine. Là, je reviens de Strasbourg, j'étais à Strasbourg en plénière. Hein. Vous savez que les plénières se feront à Strasbourg, sinon le travail de fond se fait à Bruxelles. Et donc nous avons travaillé, nous avons fait un rapport pour trouver une solution européenne. Mais il faut savoir que par exemple, un pays comme la Hongrie, qui a mis des populistes au pouvoir, fait qu'aujourd'hui, en Hongrie, les sans-abri sont pourchassés par la police, qui dorment dehors, et ces sans-abri peuvent être punis de 180 € d'amende. Ils sont déjà sans-abri, et en plus, ils vont être punis de 180 €. Et en plus, les associations sont interdites, les associations qui les aident. Donc je pense vraiment qu'il faut être attentif à ça. C'est vrai que l'Europe actuelle ne fonctionne pas bien, je suis la première à le dire. Nous avons un travail à faire de refondation, mais ce ne sont pas les populistes qui ont la bonne solution, au contraire. Ça serait vraiment oublier, on l'a dit tout à l'heure, quel est l'objectif de l'Europe. Moi je crois que l'objectif c'est clair, c'est ne plus avoir de guerre, c'est quand même pour ça que ça a été créé. C'est aussi un certain nombre, par exemple la question de la culture. Je ne sais pas si vous avez eu un débat, c'est quelque chose de très important. Par exemple, une des positions de l'Europe, et ça a été voté très largement, il y a ce qu'on appelle une exception culturelle. La culture ne doit pas être une marchandise comme une autre. C'est un moyen pour les humains de se développer, d'avoir une vie agréable, etc. Eh bien, ça fait partie des choses importantes. Et c'était dans le cadre d'un rapport qu'on avait avec les États-Unis, où il y avait la volonté de libéraliser tous les domaines, c'est-à-dire de faire en sorte que les marchandises soient dans tous les domaines, et on a dit non. Le Parlement a voté pour qu'il y ait une exception culturelle, c'est-à-dire que la culture ne soit pas une marchandise dans les relations avec les États-Unis. Alors, voilà ce que je voulais dire, c'est que je crois vraiment que nous sommes à un moment important. Je crois que ça serait une erreur. On l'a dit, donnez-moi envie de voter. Ben, j'espère que ça sera le cas. Mais surtout, aller voter, c'est vraiment important pour qu'on ait une autre Europe. Là, je suis d'accord avec vous.